voilà, nous y sommes. La 92e Foire internationale et gastronomique de Dijon est lancée. Elle se déroulera jusqu'au 13 novembre prochain et nous aurons le plaisir de vous accompagner pendant cette quinzaine sur ce plateau, en direct, chaque jour de 11h30 à 12h15. Si vous regardez votre montre, vous êtes en train de vous dire que là, il y a déjà eu un loupé. Eh bien, vous constaterez effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes légèrement en décalage puisque premier jour oblige, c'était l'inauguration de cet événement incontournable. Et je reçois aujourd'hui M. Jean Bateau, président de Congrexpo, organisateur de la foire, qui, M. Bateau, vous aviez des invités à accueillir. Oui, c'est moi qu'on puisse dire, parce que la foire est le grand rendez-vous annuel de toute la Côte d'Or, de toute la Bourgogne, évidemment de tout Dijon. Alors on va en parler bien sûr, nous aurons également le plaisir d'accueillir tout au long de cette quinzaine ceux qui font la foire, les professionnels de la gastronomie bien sûr, ceux qui animent les événements et parfois même nous y rencontrerons ceux qui œuvrent dans les coulisses. Pour débuter cette première émission, effectivement, donc Monsieur Bateau, merci d'être avec moi. On va détailler ensemble ce qui fait et ce qui va faire cette 92e Foire internationale et gastronomique. Près de 165 000 personnes qui ont fait le déplacement, c'était en 2019, à l'avant-Covid, pour cette foire internationale et gastronomique. L'an dernier, les visiteurs étaient également de retour. Combien l'an dernier ? Je l'ai plus en tête, de 130 000, quelque chose comme ça. Ça revient, ça remonte. Non, ça remonte, obligatoirement. Alors, qu'est-ce qui explique le succès de cet événement et surtout sa longévité, 92e édition, même si l'année dernière, nous fêtions les 100 ans, puisqu'il y a eu quelques années où il n'y a pas eu, pour cause de guerre notamment, voire de Covid, il n'y a pas eu de foire. Donc, qu'est-ce qui explique la longévité et le succès de la foire ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été la première foire gastronomique au monde. Le concept a été inventé par les industriels de l'agroalimentaire de Dijon. Et ils sont partis sur cette base-là. Toutes les autres foires étaient généralistes, et beaucoup encore le sont. Nous, la thématique de la gastronomie s'est imposée dès le départ, et également une foire internationale, car nous accueillons en principe tous les ans un pays hôte d'honneur. La raison du succès, ce que j'ai évoqué dans mon discours d'inauguration, c'est le positionnement temporel de la foire. Toutes les foires de France ont lieu au printemps, en été. Et pas nous. Comment ? Pas nous. Pas nous. Nous, on est au mois de novembre, c'est ça qui est génial. Parce que dans une période de temps où il y a la Toussaint, la fête des morts, le 11 novembre, où en Bourgogne, à l'exception d'aujourd'hui, mais en Bourgogne, en principe, il y a un climat épouvantable. D'ailleurs, on dit un temps de foire. Et les gens sont contents de retrouver ce qu'on appelle la convivialité bourguignonne. Ça consiste à venir à la foire en famille ou avec des amis, rencontrer d'autres amis au détour d'une allée, aller partager un verre, manger des escargots. Et donc c'est un ensemble, mais qui est lié déjà en premier lieu au positionnement de la date. Alors cette année 2022, comme chaque année, un invité à la foire, mais un invité un peu hors norme cette année, puisque vous avez choisi de mettre le vin à l'honneur, un autre incontournable de la région, effectivement. Pourquoi ce choix du vin invité 2022 ? Alors, l'an dernier, c'était le centenaire de notre association, pas le centenaire de la première foire, si on va le dire comme ça. Et j'ai voulu qu'on revienne à nos fondamentaux. Fondamentaux, c'est la gastronomie. La racine de tout, c'est la gastronomie. Donc, l'hôte d'honneur, c'était la gastronomie. On avait fait venir des grands chefs, on avait fait des choses extraordinaires l'an dernier. Et, par esprit d'escalier, cette année, qui est l'année qui succède à l'année de la gastronomie, le vin s'imposait. Dijon est la capitale de la Bourgogne, et le vin s'imposait, d'où la thématique vin, avec, on pourra développer un concours Pinot Noir, Chardonnay. Mais rassurez-moi, ce vin ne va pas éclipser la gastronomie, on va y revenir. Et ce vin, par contre, vous le disiez, un concours à l'honneur. On va le retrouver notamment avec Vini Divio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Vini Divio ? Ça résonne déjà très bien. Vini Divio, c'est une manifestation qu'on a inventée il y a une dizaine d'années, qui était le moyen d'accueillir les vins du pays hôte d'honneur. Alors, c'est vrai que les bodegas du Chili, les quintas de la vallée du Douro au Portugal, les wineries de Stellenbosch en Afrique du Sud étaient très intéressés de participer à cette exposition de vins, présenter leurs vins et participer à un concours. Et effectivement, il y a des pays comme par exemple l'Inde, ça n'a pas été simple. C'était plus dur. Il y a des vins en Inde
et qui sont tout à fait acceptables. Certains pays s'y prêtent peut-être moins. Alors le Vietnam, c'est hors de question, puisque je crois que dans la définition du vin du Vietnam, il n'est même pas nécessaire d'utiliser des raisins. Ah. Donc on ne peut pas promouvoir... Ça devient difficile. Non, pour nous c'est insupportable, le bourguignon. Donc, cette année, on fait un Vini Divio sans payer au donneur, mais on va mettre en valeur les plus de 200 vins qui sont présentés au concours. Imaginez que ce concours, qui a pour thématique Pinot Noir Chardonnay, appelle à tous les pays du monde, et on a même des échantillons pour la dégustation qui viennent de Hollande. Moi, j'ai découvert qu'en Hollande, il y avait du Pinot Noir et du Chardonnay. Une centaine de pays, je crois. Oui, ça doit faire une centaine de pays, plus de 200 vins. Alors, on l'a dit, le vin est à l'honneur, mais la gastronomie, rassurez-moi, elle reste maîtresse en la demeure. Bien sûr, le vin, c'est le pendant de la gastronomie. C'est le mariage des deux, ou des dieux, tiens, pourquoi pas, qui a du sens. Donc, c'est pas parce qu'on parle du vin qu'on oublie la gastronomie, et réciproquement. Alors, qu'est-ce qui fait de la foire l'une des places fortes, justement, aussi de la gastronomie locale? Vous savez, la gastronomie... Dijon, par exemple, n'a aucune légitimité historique en matière de gastronomie. Lyon a une légitimité historique. En 1921, quand la foire de Dijon a été créée par les industriels de l'agroalimentaire de Dijon, il n'y avait que 2 restaurants à dimension nationale en Côte d'Or, Dumaine à Saulieu et Racouchot à Dijon. Le mot gastronomie n'était pas prononcé d'ailleurs. Si, on est entre nous. Personne ne nous regarde. Allez-y, monsieur Bateau, il n'y a que vous et moi. Ne m'entend. Il n'y a pas beaucoup de plats en Bourgogne en matière de gastronomie. Si vous sortez... Vous risquez de vexer quelques personnes, effectivement. Non, mais du bœuf bourguignon, du coq au vin qu'on précède de Ormerette et de Jean Persillé, vous ne tenez pas une semaine avec la gastronomie bourguignonne. Donc, ce qui n'interdit pas de revisiter la gastronomie bourguignonne pour recréer des choses dans l'esprit des ingrédients qui y participent. Donc, on a ici un lieu de création où on a un stand de 9 ormerettes qui réinterprètent les ormerettes. Sur la scène des chefs, il y a beaucoup de recettes qui vont être présentées, mises en œuvre par des gens du public, expliquées par nos chefs. Et je veux dire, la gastronomie, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Et autre chose que j'ajouterais, je trouve, pour moi, déplacé ou plus exactement incomplet de parler de gastronomie lorsqu'on sait que des gens, je ne veux pas dire meurent de faim, mais ne sont pas en suffisance alimentaire. Et la définition que je donne de la gastronomie, c'est manger bon, sain et en suffisance. Et c'est bien pour ça que j'ai réintroduit la banque alimentaire à la foire de Dijon pour essayer de la mettre sur un podium afin de capter tous les dons, aussi bien des particuliers que des entreprises d'agroalimentaire, parce que je trouvais complètement déplacé de célébrer la gastronomie quand on sait que des gens manquent de tout. Voilà, donc ça fait partie du rôle social de cette maison. Alors, vous parliez notamment de la scène des chefs. Dans un instant, je vais avoir le plaisir d'en accueillir certains. Oui. Pourquoi c'est important, selon vous, de mettre en avant cette jeune génération ? Alors, sous la scène des chefs, vous avez des anciens qui aiment leur métier et qui veulent continuer à communiquer dessus et qui créent un phénomène d'entraînement pour les jeunes. De la même façon, je trouve, on le fait, mais pas suffisamment, c'est de célébrer tout le personnel de salle. Parce que, évidemment, un chef, sa brigade est plus facilement reconnu par la presse, par le grand public, mais il ne fonctionne que s'il y a des gens en salle, des serveurs, des chefs de rang, et ainsi de suite. Et c'est des métiers tout à fait essentiels. En fait, c'est des commerciaux des chefs. Et c'est eux qui ont le contact direct avec les clients consommateurs. Donc, ce qu'il faut, c'est valoriser tous ces métiers de bouche qui sont essentiels, faire de façon à ce qu'ils aient l'aménagement du travail dont ils ont besoin pour avoir une vie familiale, qu'ils aient les rémunérations qui correspondent à leur engagement. Et tout ça, c'est des choses qu'on participe dans cette maison à valoriser, à mettre en place. Alors la foire, c'est aussi des animations, des concours. On a parlé notamment du concours de vin, mais au-delà de ça, il y a aussi des produits locaux qui vont être valorisés. Je pense notamment au jambon persillé,
un incontournable, etc. Quels sont les grands rendez-vous de cette quinzaine? Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour le Grand Prix de la gourmandise, Oui. qui est présidé par un MOF, entendez par la meilleur ouvrier de France, notre ami Fabrice Gillotte. Et c'est un concours national. C'est-à-dire que c'est à Dijon que le grand concours du chocolat a lieu. Et ça, je trouve ça très sympathique. Et une fois de plus, comme l'Amicale des cuisiniers, des gens très engagés, qui passent du temps, et en plus de ça, avec les gens qui concourent sont des jeunes, des apprentis, et là on est à la césure au moment où ils deviennent professionnels. Donc la participation à ce concours est essentielle dans le profil de leur carrière. Donc je suis content que ça se passe à Dijon dans les conditions que je viens d'évoquer. Donc si je devais vous demander quel est l'événement incontournable pour vous, ce serait notamment ce Grand Prix de la gourmandise. Oui, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour ça. Alors, pour moi, j'en ai un autre. Oui, je porte une veste autrichienne, je suis chasseur. Et la journée de la chasse qui a lieu le 8 novembre est quelque chose de très important parce que c'est le moyen de valoriser la venaison. On ne peut pas, je suis chasseur, on ne peut pas tuer une bête si sa chair n'est pas mangée. Et on est dans une situation en France où 80% des ventes de gibier proviennent d'élevages polonais. Lorsque nous, dans nos bois en Côte d'Or, en Bourgogne, on génère suffisamment de venaison pour satisfaire tout le monde. Et en plus de ça, une venaison qui est particulièrement propre. Ce n'est pas des bêtes qui ont été nourries avec des produits d'élevage. Non, c'est des sangliers qui mangent des glands et les fruits de la forêt et les cervidés qui mangent l'herbe et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il est dans l'intérêt local, notamment au titre des circuits courts, de valoriser cette venaison, la chasse, et au travers de transformateurs qui ont du talent, que ce soit pour faire des pâtés, des saucissons ou des plats en sauce. Et ça, on y travaille depuis au moins une dizaine d'années, et c'est vraiment une très très belle journée. Une dernière question, Monsieur Bateau. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour cette 92e foire? Le succès que méritent nos équipes qui travaillent, parce que vous savez, une foire, ça ne se prépare pas la veille, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et nos équipes qui sont très engagées, je pense qu'elles doivent avoir le rendu de leur engagement, de tout ce qu'ils ont fait de bien. Et je pense qu'ils l'auront. Combien de personnes travaillent sur la foire? 28 personnes à temps plein. Personnes. Donc pensez 28 familles. Eh bien, merci à vous, Monsieur Bateau, et je vous souhaite une excellente 92e foire internationale et de la gastronomie. Profitez-en bien, régalez-vous dans les allées, comme vous le disiez, comme les visiteurs. Je vous invite à vous régaler. Merci à vous, Monsieur Bateau. Merci beaucoup. Que serait une foire gastronomique sans les chefs cuisiniers? Sur la foire ou dans les nombreux restaurants de la ville et de la métropole, ils régalent les papilles, créent des émotions à travers leurs assiettes. 3 jeunes chefs sont à l'honneur de cette 92e édition. Charles-Élie Clerget du restaurant La Musarde à Hauteville-les-Dijon, Maxime Victorin du restaurant Le Malteau et Hugo Schneider du restaurant La Betterave à Dijon. J'ai le plaisir d'accueillir 2 d'entre eux, Charles-Élie Clerget et Maxime Victorin. Bonjour messieurs. Bonjour. Et puis on a un invité surprise aujourd'hui que je suis également ravie d'accueillir, Thomas Navarre. Enchanté. Alors Thomas, vous êtes boulanger et vous créez actuellement votre activité à Dijon et vous travaillez notamment avec Le Malteau. Tout à fait. On va en parler dans un instant. Je vais commencer avec vous, messieurs les cuisiniers. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir chef cuisinier? Qu'est-ce qui vous a donné ce goût, cette envie de faire de la cuisine? Je commence. Charles-Élie. Honneur. Allez, Charles. Je suis un peu tombé comme ça, moi. Personnellement, c'était pas une vocation du tout. J'aime bien manger, ça c'est sûr, mais je voulais pas forcément en faire mon métier. J'ai commencé par de la pâtisserie. J'ai trouvé que c'était un peu trop une balance, un peu nature morte. On a une recette, on doit suivre cette recette et s'il manque des grammages, d'un seul coup, ça marche pas. Et j'ai trouvé en la cuisine simplement ce côté un petit peu plus vivant. Il y a l'assaisonnement, il y a chaque cuisinier a sa main entre guillemets, et ça permet une liberté qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, sur le travail au jour le jour, quoi. Et pour vous, Maxime, ça a été quoi le déclic? Alors moi, c'est pareil, c'était pas du tout une vocation de base. Moi, c'est mon grand-père qui m'a donné l'amour de la cuisine, car il était lui-même cuisinier.
Et en troisième, on devait réaliser un stage de découverte dans un établissement. Et j'avais le père de ma meilleure amie qui était lui-même restaurateur. Donc il m'a accueilli pour ce stage et c'est là que je me suis dit c'est pas mal, pourquoi pas essayer. Et puis au final, quand on est dedans, On mord. ça y est, on est tombé et puis On est accro, on coule. tombe dans la marmite et on y reste. Voilà. C'est ça. Et alors Thomas, vous, qu'est-ce que vous êtes aussi lié à la gastronomie, parce que la boulangerie, c'est indispensable. Une table française sans pain, c'est pas concevable. Alors pourquoi la boulangerie? Et bah pareil, moi c'est pas une vocation, mais c'est mon arrière-grand-mère qui était boulangère aussi. Donc tombée dans le pétrin depuis tout petit, on va dire. Et du coup, pareil, un stage de troisième dans mon village. Et après, j'ai découvert les Compagnons du Devoir. Et j'ai effectué un tour de France de 9 ans. Donc j'ai voyagé entre les villes de France et à travers le monde. Et après, voilà. Alors dans vos parcours réciproques, mais ça marche aussi pour vous Thomas, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez douté de votre choix de carrière, où la cuisine, la boulangerie, ça a toujours été une évidence? Charles-Élie? Non, pas douter, parce qu'à partir du moment où je me suis lancé dans le projet, en fait, j'ai commencé par de la chaîne, après j'ai fait du traditionnel, après j'ai fait du gastronomique. J'ai essayé un petit peu, on va dire, toutes les façons de cuisiner, tous les modes d'envoi. Et je me suis rendu compte que plus j'approchais de la gastronomie de luxe, et en fait plus je prenais mon pied dedans, tout simplement, parce que travailler tous les produits bruts, on arrive, on épluche, on cuit, on assaisonne, on apporte une vraie plus-value par nos mains, par notre savoir-faire. Et en fait, c'est là que toute la magie prend son sens. Donc c'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices, c'est un métier de sacrifice, mais comme je dis toujours, moi je préfère faire 12, 13, 14 heures par jour dans quelque chose qui me fascine et qui me passionne, plutôt que de faire 8 heures dans un métier où je vais y aller à reculons. Et vous, des doutes, Maxime, à un moment dans votre carrière? Moi, j'ai eu des doutes dès la deuxième année de mon apprentissage. Je me suis dit dans quoi je me lance, c'est peut-être pas forcément ça que j'aurais aimé faire. Et après, je me suis rendu compte que c'était l'établissement en soi, c'était pas le type de cuisine que j'aurais rêvé faire. Donc c'est pour ça que moi, dans ma vie, j'ai changé d'établissement tous les ans pour avoir vraiment un enrichissement, excusez-moi, du savoir-faire et du métier. Et en fait, plus j'ai avancé dans le métier et plus j'ai trouvé le style de cuisine qui me correspondait. Et une fois que je l'ai trouvé, je suis resté là-dedans. Et puis après… Alors j'ai envie de vous demander quel style vous correspond, mais je la garde pour après. Allez, il n'y a pas de souci. Thomas, des doutes, vous, à un moment, entre le moment où vous vous êtes dit tiens, ouais, je vais faire de la boulangerie, et là, justement, celui où vous créez votre activité? Oui, il y en a eu. Forcément, nous, c'est plus dur avec les horaires. Vous dites ça des restaurateurs, je suis pas sûre. Ils prennent plutôt, vous finissez. Non, Mais voilà. en soi, on fait le même nombre d'heures par jour, ça c'est sûr. Mais après, oui, effectivement, de se lever quand on est jeune, de se lever sur des 23h, 23h30 minuit, et puis faire 14 heures affilées. Après, c'est un peu plus tendu, mais grâce aux compagnons, moi, j'ai changé de ville tous les ans, donc un employeur tous les ans. Et j'ai vu des hauts et des bas dans chaque entreprise, et c'est ce qui m'a permis de tirer le meilleur, on va dire, que actuellement j'ai accompli et que je vais mettre en œuvre dans mon entreprise. Est-ce que, messieurs les restaurateurs, Charles-Élie, Maxime, avec la musarde et le malto, est-ce que vous êtes plutôt dans de la bistronomie ou de la gastronomie, où on trouve pas mal de termes différents actuellement? Vous êtes plutôt quoi? Moi, j'ai deux formules complètement distinctes. Le midi en semaine, je suis vraiment sur une formule qu'on appelle traditionnelle, on l'appelle la vision traditionnelle au restaurant. Donc là, l'idée, c'est travailler un peu des classiques de la gastronomie française. C'est des choses simples, mais l'idée, c'est que les gens, en 1 heure, ils puissent manger entrée, plat, dessert, café, et qu'ils puissent retourner au travail. C'est principalement la clientèle qu'on va rechercher. Et à contrario, véritablement, le soir et le week-end, là, on est sur une formule gastronomique où on est sur un menu unique qui évolue au fil des saisons. Et là, vraiment, c'est de la gastronomie. On vient, on prend son temps. C'est pas juste un repas, c'est une expérience culinaire. C'est-à-dire qu'on s'assoit plusieurs heures à table, on profite, on se fait guider. Un repas à la française. Voilà, du plaisir, quoi. Aller au restaurant pour se faire plaisir, pas juste pour manger, quoi. Non. Et de votre côté, Maxime, au malto, est-ce que bistronomie, gastronomie? Moi, je propose les deux, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Le midi, vous allez être sur une formule bistronomique, pareil, entrée, plat, dessert avec un petit budget. Et le soir, vous allez venir, vous allez avoir un menu gastronomique avec soit il y aura un 4 plats, excusez-moi, ou une dégustation directement en 7 plats, où forcément le tarif n'est pas le même, mais vous retrouverez aussi pas la même chose dans les assiettes. Vous serez sur une cuisine plus raffinée, plus épurée, avec différents produits, ce ne sera pas les mêmes matières premières.
Et ce ne sera pas travaillé de la même façon que sur le menu du marché le midi pour une personne qui est là entre deux rendez-vous, qui n'a pas le temps de savourer, quoi. C'est comme il a dit juste avant, le soir on vient pour une expérience, on ne vient pas pour se dire je sais pas où manger ce soir, je vais aller au restaurant. Alors, on a quelques images de vos restaurants respectifs. On va commencer par aller faire un petit tour du côté de la Musarde, chez vous, Charles-Élie Clerget. Comment est-ce que vous avez imaginé ce restaurant ? Je l'ai imaginé, j'ai repris une maison qui a 35 ans d'ancienneté en gros. Et nous, quand on est arrivé avec toute l'équipe que j'ai montée, parce que quand on est arrivé, il n'y avait plus d'équipe, il y avait tout à refaire en gros. Je peux vous redemander votre âge, Charles-Élie ? 31 ans. 31 ans. Donc quand vous êtes arrivé, effectivement. Okay. Ouais, je suis arrivé à 30 ans du coup. Voilà. Et en fait, on s'est approprié les lieux petit à petit, c'est-à-dire qu'on a appris à travailler dans la cuisine. C'est une maison qui a une histoire, qui a une âme. Et il ne faut pas non plus tout changer pour ne pas bousculer, parce qu'il y a une sorte de respect un petit peu sur les lieux qui ont du vécu. Mais on s'est approprié petit à petit et de plus en plus, on va dire, notre nouveau chez nous, entre guillemets. On a mis des petites décos, on a complètement transformé le style de cuisine, comme je le disais, sur 2 formules différentes. Et vu qu'on est une équipe où on se connaît tous d'avant, en fait, ça se fait tout seul. On transmet aux gens notre amour du métier, notre envie de bien recevoir. Et la table, notre restaurant, on l'imagine comme nous, on aimerait la voir si on était des clients, tout simplement en fait. Donc on n'est pas sur un restaurant gastronomique où c'est guindé, où on n'ose pas parler. Il y a une ambiance, on sent le bienvenu. Voilà, mes serveurs en salle, ils mettent vraiment les gens à l'aise, quoi. Et ça fait toute la différence, tout simplement. Maxime, je vous vois sourire au propos. Parce qu'on a la même vision des choses, c'est bien. Il est comme moi, c'est faire une cuisine gastronomique mais non guindée. Donc au Malto, c'est pareil. Vous avez imaginé le Malto dans cette même... Moi, j'ai créé le Malto avec ma mère qui est donc seule en salle et moi en cuisine seule. Et c'est pareil, on n'est pas dans l'optique où on va prendre un serveur pour le mettre derrière une table, les bras dans le dos et attendre qu'une personne appelle pour avoir du pain, de l'eau. Non, il n'y a pas ça. Vous allez bien manger, mais pareil, si vous avez envie de rigoler, venir entre amis, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas vous retenir, vous pouvez venir à 10, il n'y a aucun problème. C'est prendre du plaisir à plusieurs et puis, comme je dis tout le temps, plus on est de folle, plus on rigole. Donc, le Malto, c'est venez comme vous êtes. Et de votre côté, Thomas, comment vous imaginez votre future boulangerie ? Vous êtes donc en train de monter du côté de Dijon. Oui. Vous imaginez comment cette boutique ? Simple et épuré. De toute façon, donc moi, il y aura une gamme de pain tout sur le vin et tout le reste, viennoiserie, tarterie et snacking, tout fait maison, avec essentiellement des producteurs locaux et du 100% français. Un bel exemple. Du vrai fait maison, pas de l'assemblage sur place appelé fait maison. Tu as raison d'appuyer là-dessus. De ce qu'on m'a appris sur mes années de Tour de France. Hein, voilà. Alors, messieurs, pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation de la foire gastronomique ? Pourquoi ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je sais pourquoi j'ai accepté. Alors, parce que la foire, ça fait depuis que je peux que j'y viens tous les ans, d'habitude en tant que client. Parce que je trouve que c'est un vrai moment de rencontre, on partage des choses, on rencontre des gens, il y a cette odeur un petit peu particulière de la foire, il y a ce côté, c'est très vivant, on boit des coups ensemble, on discute, on crée un réseau, on grignote. Enfin, c'est vraiment une petite partie de vie. Quand on est dans ce hall, la vie autour s'arrête. Et d'avoir la chance, entre guillemets, maintenant de passer du côté intervenant, en fait, on dynamise simplement les choses par ce qu'on aime faire, on transmet, on partage ce qu'on aime faire, et puis ça paraît comme une évidence, entre guillemets, de venir te faire goûter ce que je crée à la Musarde en petites portions ici pour donner envie aux gens, tout simplement. On reste sur le pourquoi pas pour vous Non, mais c'est parce que... Non. Ça me va, En somme, moi, j'ai accepté parce que ça me fait plaisir déjà, en premier lieu, qu'on discute du métier, donner l'envie à des jeunes de se lancer là-dedans. Pas forcément faire allusion qu'aux télé quand on regarde le Top Chef. C'est tout beau, tout rose. Faut pas oublier que c'est de la télé et qu'on doit quand même rentrer dans le métier pour voir ce que c'est. Et si les gens ont envie de le faire, faut qu'ils y aillent et qu'ils n'hésitent pas, quoi. Faut qu'ils se lancent. Alors vous allez nous présenter des démonstrations, vous allez nous présenter des recettes sur cette scène des chefs tout à l'heure. Vous voulez bien me faire saliver, j'ai pas encore déjeuné. Qu'est-ce que vous allez préparer ? Moi, je pars sur un concentré de gourmandise, véritablement. Alors rien que ça déjà, j'ai envie de venir vous voir tout à l'heure. Voilà. Non, mais en gros, je vais vous décrypter un petit peu, je vais pas trop dire de détails, mais on va travailler comme on fait d'ailleurs sur notre menu gastronomique. Moi, je prends 3 produits.
je les assemble et je pars pas avec d'autres. Il faut que le client, quand il goûte, il ressente les 3 produits que j'ai voulu mettre en valeur. Et nous, après, notre boulot, ça va être de travailler sur les textures, sur un petit peu de vinaigre, un peu voilà, pour bien régler l'assiette, pour que l'équilibre soit parfait. Et là, j'ai voulu mettre en avant une poitrine de cochon confite, donc je la cuis 22 heures. Après, je la fais griller. Facile, donc, 22 heures. Là, c'est bon, c'est du beurre, quoi. Et puis, il y a ce côté un peu grillé, qui a la réaction de Maillard qui fait tout son travail. Voilà, on a ce goût de viande grillée magnifique. Et je vais l'associer avec le panais, voilà, et un petit lacage barbecue. Ah là là. Et là, on est sur un truc, ça marche. C'est sûr que ça marche. Et puis, Ok, bon, on viendra tester. Maxime, On a le même légume. voilà. le panais. Moi, je vais vous préparer un crémeux de panais à l'ail noir avec un gravlax de maquereau que je viens terminer au chalumeau en badigeant juste au miso avant pour apporter des petites saveurs asiatiques et ce sera servi avec des croûtons de pain au piment d'Espelette. Donc en fait sur une bouchée vous allez voyager un peu partout. Un peu partout, oui. L'ail noir, entre l'ail noir, le miso, le piment d'Espelette, ça va être une bouchée qui a du peps et ça va être un avant-goût de ce qu'on peut réaliser au malto. Ça fait envie. Alors justement, Maxime, vous en parliez tout à l'heure, essayer de se distinguer dans sa cuisine. Oui. Qu'est-ce qui différencie votre cuisine au malto? Quelle est la touche personnelle du chef Maxime Victorin? Je dirais l'audace d'associer des produits qui ne vont pas forcément ensemble. Moi, le but, c'est que quand le client vient chez moi, c'est qu'il vienne déguster des saveurs, des plats qu'il n'a jamais mangés ailleurs. Et qu'il vienne manger des choses qu'il ne peut pas reproduire chez lui non plus. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à venir dans un restaurant et débourser de l'argent. On a quelques vidéos, d'ailleurs aussi, on est venu filmer également chez vous au malto. On a quelques images qui doivent défiler là en même temps, qui nous montrent un petit peu voilà, qu'est-ce qui fait la touche Maxime Victorin. Donc, c'est ça, en fait c'est associer des produits forcément dans lesquels on ne s'attend pas. Un exemple, là je vois sur la nouvelle carte qu'on a travaillée, on va avoir un dessert à l'orange et à la courge. Pareil, vu qu'on est dans le dessert, j'avais fait un dessert il y a quelques mois qui avait beaucoup plu, avocat pistache kiwi. Donc c'est des saveurs qu'on ne s'attend pas forcément. Je vais associer, c'est pareil, des légumes, comment vous dire, un exemple piment, chocolat, poivron, voilà, c'est des choses qui vont être proposées, qui ont déjà été proposées et qui plaisent aux clients. Parce que il y a un plat incontournable, une spécialité ou votre spécialité? Non, il n'y a pas forcément de plat incontournable, de spécialité, parce que nous, le menu du midi change toutes les semaines et le menu du soir change tous les mois. Donc en fait, j'essaye vraiment de changer un maximum et de faire découvrir un maximum de choses en peu de temps à mes clients pour qu'ils accrochent le plus vite possible au malto et qu'ils se disent c'est là qu'il faut que j'aille tous les mois pour déguster la nouvelle carte qui va sortir. Alors Thomas, vous travaillez avec le malto déjà un petit peu. Oui. Pourquoi lui? Alors me dites pas pourquoi pas. Non, Maxime, après je l'ai connu au collège, donc on ne s'est pas lâché depuis, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Et du coup, moi je suis parti avec les compagnons, maintenant je suis revenu, je suis installé sur Dijon. Et du coup, je l'aide là sur ces nouvelles cartes donc des mois. Et on met en place essentiellement les desserts, parce que moi la cuisine c'est pas mon métier. Donc je suis plus axé sur la pâtisserie. Voilà. Moi je suis pas pâtissier donc. Il délègue. Voilà, il délègue et puis on essaye. Recettes, après il fait. On propose et s'il aime, après on réajuste les recettes et on s'amuse quoi. Ok, alors allons un petit coup du côté de la musade. Quelle est la touche Charlie Clerget? Quelle est la recette incontournable? Moi, c'est pareil, il n'y a pas de recette incontournable parce qu'on fait évoluer notre carte au fil du temps. Moi, on ne fait pas tous les mois comme fait Victor, mais nous, on va être sur... on travaille notre carte en fonction un petit peu des saisons. C'est-à-dire qu'on a notre menu gastronomique unique le soir et on ne va jamais changer tous les plats en même temps. On fait plat par plat, mais en fait, au fur et à mesure que les saisons défilent, on a toujours des nouveaux produits à travailler et on fait nos créations. On est 2 en cuisine, donc ça nous permet d'avoir le temps de faire nos essais, goûter. On a des clients habitués qui viennent, des fois on leur fait une petite avant-première, on leur dit alors, ça donne quoi et en fait, il y a ce vrai côté un peu vivant de la chose parce qu'il y a un vrai échange et c'est ce que je dis toujours à l'équipe, à chaque fois qu'on change un nouveau plat, vu qu'on est sur un menu unique, on remet notre titre en jeu, quoi. Parce que si le plat qu'on sort, il ne plaît pas, ça peut arriver, il faut tout de suite qu'on modifie, il faut qu'on réagisse. Mais on est toujours poussé dans nos retranchements. Nous, en cuisinier, par exemple,
juste incroyable parce qu'on est en permanence obligé d'avoir cette création en tête, de dire qu'est-ce qu'on peut mélanger, qu'est-ce qu'on a comme produit qui arrive, et on est stimulé en permanence. En fait, il n'y a pas de routine qui peut arriver, et c'est ça qui fait, je pense, voilà, avec mon second notamment, on est à fond tout le temps, quoi. Alors, le bon produit, il faut savoir le trouver aussi pour pouvoir bien le cuisiner. Quel conseil vous donneriez aux amateurs de cuisine qui viennent et qui vont venir à la foire gastronomique sillonner les allées à la recherche du bon produit ou du bon plat? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Faut sentir, faut goûter, faut toucher, quoi. Et après, c'est un feeling qui se fait tout seul avec la personne qu'on va avoir en face de nous, qui va travailler des produits frais. Enfin, on voit comment la personne va le ressentir, va le travailler, son produit, et puis il y a une fibre qui se fait. Moi, je touche les produits, je les sens, et je me dis, avec ça, on peut faire ça. Et après, ça va être, je vais lire un bouquin, je vais voir un truc qui m'intéresse, et c'est une fusion de tout, en fait. Maxime, le conseil pour les gens qui se promènent à la recherche du produit idéal? C'est essayer d'aller de plus en plus vers les petits producteurs. Au lieu d'aller dans les grandes surfaces, être dans les rayons avec des fruits et des légumes qui ne sont pas forcément de saison et qui viennent de un peu n'importe où, essayer de se renseigner sur ce qu'il y a autour de chez nous. Un exemple, je pense à la ruche qui dit oui, c'est un ensemble de petits producteurs locaux qui produisent leurs fruits et légumes et qui le mettent en vente certains jours de la semaine en fait. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Et quand on veut déjà bien faire à manger, il faut déjà avoir les bons produits. Et pour les bons produits, il faut aller les sélectionner soi-même et savoir déjà d'où ils viennent, leur origine et comment est-ce qu'ils ont été produits. Alors j'ai une dernière question, messieurs. Je suis nulle en cuisine, je ne vais pas vous mentir. Et j'ai quand même une vraie question. Qu'est-ce qui fait une recette réussie? Est-ce que je dois absolument suivre la recette ou est-ce que je dois improviser? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. L'équilibre, l'instinct, le cœur? En fait, c'est vous. Quand on suit une recette, moi je pense, après je ne sais pas ce que pense Charles-Élie, mais quand on suit trop une recette à la lettre, on n'obtient pas forcément on se l'approprie pas, recette. Ouais, voilà. Déjà, elle ne ressemble jamais à la photo, on est bien d'accord. Alors que si vous mettez votre petite touche à vous, vous dites mais moi je le verrais peut-être mieux comme ça au lieu de comme ça, et vous le faites et au final vous arrivez à votre recette de la façon que vous l'avez imaginée. Et peut-être qu'elle sera même mieux que la recette originale. Et puis on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur pourquoi j'ai arrêté la pâtisserie, c'est parce qu'il y a ce côté un peu nature morte. Là, quand vous vous appropriez quelque chose... C'est freestyle. Ça donne tout de suite, il y a la patte du cuisinier, freestyle, la fameuse. Ça me va bien. Voilà. Merci à vous deux et à vous également, Thomas, d'être venu nous parler un petit peu de vos activités. Donc le Malto, la Musarde et bientôt une nouvelle boulangerie à découvrir. Un troisième chef est à l'honneur cette année sur la 92e foire internationale de la gastronomie. C'est Hugo Schneider du restaurant La Betrave à Dijon. Il n'a pas pu se joindre à nous, il est en cuisine donc forcément. Il y en a qui travaillent quand même. Voilà. Il y en a qui bossent, messieurs, je tiens juste à souligner. Mais heureusement, nos équipes sont allées à sa rencontre. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage. On aime à dire que Betrave, on fait une cuisine de maraîcher, une cuisine locale. Ça, c'est vraiment notre identité première à Betrave. On travaille à 80% avec un seul maraîcher, c'est Laurent Brutbeau, qui est à Arc-sur-Tille. Et voilà, le deal, c'est qu'on prend que ses légumes. On travaille que ce qu'il a. Voilà, vraiment à l'extrême grande majorité. Donc si Laurent il a que des poireaux pendant 3 semaines, on va faire que des poireaux pendant 3 semaines. On va juste essayer de les changer, de les faire différemment. Ouais. Mais ça libère en fait. Comme ça, c'est pas nous qui choisissons, c'est Laurent qui choisit notre menu. Ouais. On n'est jamais venu à la foire de Dijon. Ça fait 2 ans qu'on s'est installé là à Dijon. Il y a eu un an de Covid, Covid oblige, du coup on l'a jamais fait. Du coup on avait envie un peu d'aller la découvrir, puis d'aller faire une petite démonstration pour montrer un peu à Dijon et les alentours ce qu'on cuisine. Merci à Amandine Ibled et David Meuniot qui œuvrent en coulisses jour après jour pour réaliser, monter et diffuser ces images. Une équipe au top qui s'est d'ailleurs rendue dans les allées de la foire pour aller à la rencontre ou prendre tout simplement la température. Et il nous délivre à présent la minute d'ambiance. Salut, ça y est, c'est parti pour l'édition 2022.
tout début, là, les quelques secondes, l'inauguration se met en place, le tour d'honneur ensuite, et après fiesta pendant 13 jours. Du convivial, de la générosité, du show, de la beauté, des étoiles, du plaisir, de la gourmandise. Le monde entier s'est donné rendez-vous. Alors, madame, je suis désolé, ce n'était pas Céline Dion, mais d'accord. Oui, mais je vais attendre qu'il ramène le truc. On y va? Si on en a un deuxième petit morceau pour bébé. Oh là là, avec grand plaisir. Notre première émission touche à sa fin. Je vous encourage à nous rejoindre dans les allées de la foire pour découvrir les talents qui s'y trouvent, on en a déjà vu quelques-uns, pour assister aux animations, rencontrer les nombreux exposants ou tout simplement, et c'est l'un des plaisirs de la foire, pour venir vous régaler. D'ailleurs, excusez-moi, mais j'entends déjà quelques stands qui m'appellent. Je vous dis donc à demain. Belle journée sur la foire.